Qu'est-ce qu'on entend par surqualification? C'est la caractéristique des travailleurs dont le niveau de formation dépasse celui qui est normalement requis par l'emploi qu'ils occupent. Donc, on est plus qualifié que l'emploi qu'on occupe. On sait que ça a des retombées quand même ou des effets négatifs importants, la surqualification. Ça a un effet négatif individuel, sur le salaire, sur les autres bénéfices d'emploi. Ça a aussi un effet négatif sur la satisfaction au travail, qui est moindre souvent pour les individus. On a quand même montré que cet effet-là est souvent médiatisé par le salaire moindre. Donc, on est moins content de son travail parce que finalement, on gagne moins, on a moins d'avantages de ce travail-là, mais pas que. C'est-à-dire que la satisfaction intrinsèque aussi à la tâche. Les personnes surqualifiées ont davantage de symptômes dépressifs, des risques plus importants de blessures au travail, une diminution aussi des conditions de santé auto-rapportées, c'est-à-dire est-ce que je me sens en santé, tout ça. Et il y a plusieurs chercheurs aussi qui ont documenté un effet de trappe sur le parcours d'insertion à partir de la surqualification initiale, c'est-à-dire au sortir de la scolarité. Donc, la surqualification en début d'insertion accroît la probabilité de surqualification subséquente. Il y a aussi des chercheurs qui ont montré que la surqualification il y avait plus de risques que cette surqualification-là persiste chez les immigrants que chez les natifs. Et enfin, il y a quand même des conséquences importantes de la surqualification sur le développement des compétences à l'emploi, parce que si on occupe un emploi qui est moins qualifié que notre diplôme, on a moins de chances de développer des compétences qui sont à notre niveau de diplôme pour continuer de se former dans cet emploi-là. Au niveau macro-social, je ne suis pas économiste, mais ce que nous disent les économistes par rapport à ça, c'est que ça reflète une utilisation inefficace du potentiel humain. Hein? Et il y a des économistes qui disent que c'est associé quand même à une productivité plus faible au plan national, c'est-à-dire plus les pays où il y a des comparaisons internationales, la surqualification, les pays où il y a plus de surqualification sont des pays où la productivité généralement est plus faible. Donc, c'est pas parce qu'on crée plus de diplômés et s'il y a un problème d'arrimage entre ces diplômés-là et les emplois qu'ils vont occuper, ça n'augmentera pas nécessairement la qualification d'autant. Donc, c'est important de s'intéresser à cette partie-là aussi. On s'est intéressé à l'accès, puis aux résultats, au succès dans les études, mais après aussi à ce que ça donne en termes d'arrimage avec le travail. Les résolutions de ces décalages-là, qualification, emploi sur le marché du travail, ça repose, théoriquement en tout cas, sur l'efficacité des systèmes d'information et sur les mécanismes de mobilité qui réduisent les frictions sur le marché d'emploi. C'est toujours encore dans une vision économique, mais on va voir aussi des visions sociologiques. C'est aussi influencé par les interactions entre différentes institutions régulatrices, c'est-à-dire, par exemple, de façon plus précise, par exemple, des ordres professionnels vont assurer le lien entre un certain diplôme et certains postes sur le marché du travail ou certaines tâches sur le marché du travail. Ces institutions-là vont assurer finalement une certaine adéquation pour empêcher que des gens qui n'ont pas cette qualification-là aillent là. Mais il y a, dans certains marchés du travail, ces différentes instances-là sont plus ou moins bien arrivées, ce qui fait en sorte que ça crée des rigidités et ça fait en sorte que l'offre et la demande de travail ne s'arriment pas nécessairement dans certains domaines en particulier. Alors, on voit la revue de la littérature internationale montre qu'il y a des sources de désavantages qui créent de la surqualification pour certains individus qui sont liés aux variations entre les systèmes qui articulent ça, c'est-à-dire les régulations du marché du travail, la création de nouveaux postes dans certains domaines, la création de certains programmes, par exemple, dans certains domaines, tout ça. Le soutien économique dans certaines régions vont faire en sorte qu'on va déséquilibrer ou on va contribuer à cet équilibre-là au niveau des régions, mais la plupart de ces études-là, pratiquement toutes en fait, se sont attardées à des différences entre des pays. C'est-à-dire, on s'est attardé à des différences entre des pays. Or,
on sait assez qu'au Canada, par exemple, les différences interprovinciales sont quand même assez fortes en termes de mécanismes de régulation. Et c'est là que le sociologue arrive par rapport à l'économie, je dirais. Les instances de régulation, à la fois de la formation et du marché du travail, diffèrent sensiblement entre les provinces. On n'a qu'à penser au partage de compétences entre le gouvernement provincial, fédéral et les gouvernements provinciaux. C'est-à-dire que les enjeux, techniquement, dans la Constitution de 1867, même après son rapatriement, au niveau provincial, ce sont des enjeux locaux ou régionaux et sociaux qui sont dévolus, c'est-à-dire éducation, santé, affaires municipales et gestion économique, mais locale, c'est-à-dire on encourage des entreprises plus ou moins ou certains secteurs économiques. On parlait justement de ce midi de certaines grappes ou certains domaines comme au Québec ou en Colombie-Britannique, on va encourager par exemple tout le domaine des jeux vidéo ou de certaines technologies. Dans d'autres, on va encourager le médicament ou des choses comme ça. Il y a des compétences qui sont plutôt strictement fédérales, c'est-à-dire les relations extérieures, diplomatie et finances et économie nationale et internationale. Puis, il y a des enjeux qui sont partagés, comme l'immigration. Hein, il y a une sélection fédérale et il y a aussi une sélection qui est provinciale. Et ça, on peut postuler que ça a un effet sur le marché du travail parce que les instances de régulation sont différentes non pas seulement entre le Canada et les États-Unis ou entre d'autres pays, mais à l'intérieur du Canada aussi. Et c'est un peu l'hypothèse qu'on est allé vérifier dans le cadre de cette étude-là. C'est-à-dire que le marché du travail est canadien en principe. Il y a une libre circulation des travailleurs, mais il y a une structuration ou des structurations qui sont distinctes entre différentes régions. Il y aurait différents régimes de régulation, c'est un peu comme ça que je l'amène, entre différentes régions. C'est-à-dire qu'il y a des professions réglementées, certaines réglementations commerciales, par exemple, au Québec, l'affichage en français, ou la langue de travail, des subventions sectorielles. Et il y a aussi des régulations indirectes comme les politiques familiales, par exemple, qui fait en sorte qu'au Québec, il y a des congés de maternité, etc. Il y a le système des CPA qui viennent soutenir aussi la place des femmes sur le marché du travail qu'il n'y a pas dans d'autres provinces, donc qui rendent plus facile l'intégration des femmes au marché du travail. Les systèmes scolaires aussi, avec Pierre, dans le cadre du projet de transition, l'avait montré, mais d'autres l'ont montré aussi, qu'il n'y a pas, contrairement à ce que Statistique Canada vous allez nous faire penser la plupart du temps, il n'y a pas un système scolaire canadien. Hein? Ne fût-ce que il n'y a pas de cégep dans le reste du Canada. Donc, il y a des structurations vraiment différentes en termes de parcours, en termes de sélectivité aussi, en termes de financement aussi. Donc, c'est assez distinct. Et puis, il y a d'autres influences qui sont structurelles, notamment les politiques linguistiques et d'immigration. Alors, ce qu'on peut voir, par exemple, quand on divise, là, on a fait dans l'article une division par province, mais en fait, ce qui nous est apparu, c'est qu'on peut diviser ça, grosso modo, en trois grands régimes. Il y aurait l'Atlantique, le Québec et l'Ontario et l'Ouest. On a essayé plusieurs manières de le faire. Donc, on constate, par exemple, quand on regarde la proportion des titulaires de diplômes obtenus à l'extérieur du Canada, beaucoup plus grand dans l'Ontario et dans l'Ouest, beaucoup plus faible en Atlantique. Proportion d'immigration, ça suit un peu aussi cette tendance-là. Les taux d'emploi sont relativement semblables, je dirais, dans les trois régions. Les taux de chômage sont plus élevés en Atlantique. Et à ce moment-là, en 2016, parce qu'on va se baser sur les données du recensement 2016, était plus faible au Québec que dans l'Ontario et l'Ouest. Et, bien entendu, parle français, hein, c'est presque 100% de la population au Québec, et c'est passablement moins en Atlantique et encore beaucoup moins dans l'Ontario et dans l'Ouest. Donc, on voit qu'il y a des configurations là, par rapport aux caractéristiques des travailleuses et des travailleurs qui sont différentes dans ces différentes régions-là. Et ça va rencontrer des régulations ou des régimes de régulation aussi différents qui sont susceptibles
de mener à des déséquilibres différents et donc à des incidences différentes sur la surqualification. Alors, au niveau méthodologique, on est parti du recensement de 2016. On s'est intéressé vraiment aux diplômés universitaires, mais on peut travailler la surqualification naturellement d'autres catégories d'employés. Et donc, c'est les gens qui détiennent un diplôme universitaire. On a utilisé la méthode objective de mesure de surqualification. Grosso modo, il y a 3 méthodes. Là. Il y a une méthode où les gens disent, ben moi, est-ce que j'ai les compétences ou j'ai plus que les compétences pour exercer cet emploi-là? Le désavantage, l'avantage, c'est que ça se prête très bien à chaque emploi, un par un. Le désavantage, c'est que c'est pas objectif, bien entendu. Il y a aussi des mesures qui sont des mesures, je dirais, plutôt normatives, c'est-à-dire on regarde la majorité des personnes qui occupent cet emploi-là, quel type de diplôme ils ont. On dit que cet emploi-là, donc, devrait être un emploi de tel niveau. Et puis, il y en a qui sont plus basés sur l'analyse des tâches ou la description des postes. Et c'est ce que Statistique Canada fait dans sa classification nationale des professions. Il y a une partie de la classification nationale des professions qui donne le niveau de diplôme requis. L'inconvénient de ça, c'est que le plus haut niveau, qui est le niveau A, professionnel et gestionnaire, ne permet pas de distinguer, par exemple, entre le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Donc, il y a probablement des personnes qu'on a déclarées comme non surqualifiées, mais qui ont une maîtrise ou un doctorat et qui, effectivement, occupent un emploi de niveau baccalauréat. On ne peut pas les discriminer. Donc, mais on va dire que ce sont des emplois globalement de niveau universitaire. Les autres emplois, on va déclarer les gens à l'intérieur de ça comme étant nos diplômés universitaires, comme étant surqualifiés. Si on va vers les fréquences et les proportions pondérées de diplômés universitaires qu'on a considérés surqualifiés, la première nouvelle, c'est qu'il y a 40 %. Il y en a un peu moins en Atlantique et au Québec, et il y en a un peu plus en Ontario et dans l'Ouest. Si on regarde de façon un peu plus attentive, on voit que, bon, sauf Yukon, Territoire du Nord-Ouest et Nunavut, on se situe pas mal dans la moyenne de l'Ouest. Au Québec, ben, c'est au Québec. Et puis l'Atlantique sont quand même pas mal tous en dessous de 40 % en termes de taux de surqualification. Donc, il y a moins, effectivement. On a vu, par contre, qu'il y avait quand même un peu moins de diplômés universitaires aussi en Atlantique. Donc, mais nos régions, du point de vue de la surqualification, en tout cas, notre découpage de régions, il tient aussi, on l'a fait aussi sur d'autres indicateurs là, par rapport aux autres structures du marché du travail, mais ça tient quand même un peu la route là-dessus. Là, c'est un défi à la lecture. On le voit pas si mal quand même. Ce que j'ai essayé de faire, c'est une estimation des proportions des diplômés universitaires surqualifiés selon un certain nombre de variables indépendantes. Donc, on a rentré, on explore qui est surqualifié. Hein? Mais ça, c'est bivarié, là, une variable après l'autre. Alors, on voit que au niveau de la population, on a toujours notre ensemble qui est à 40,9 %. Au niveau du sexe, il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui sont surqualifiés. Au niveau de l'âge, mais la différence n'est pas significative. Au niveau de l'âge, il y a un groupe qui se démarque. C'est celui des 15-24 ans, hein, qui est vraiment passablement plus surqualifié que les autres groupes. Au niveau de la connaissance de la langue, c'est les personnes qui ne maîtrisent ni l'anglais ni le français. Donc, on a rentré à l'intérieur de ça des variables qui sont connues dans la littérature pour être en lien avec la surqualification. Au niveau de vivre avec des enfants, les différences sont là un peu plus. En fait, les gens qui n'ont pas d'enfants sont généralement un peu plus qualifiés, mais les gens qui n'ont pas d'enfants sont souvent plus jeunes aussi. Donc, ça tombe un peu sous le sens. Là. Ils sont plus dans la catégorie des 15-24 ans. Au niveau de la position dans le ménage, c'est une variable composite de Statistique Canada. Et on l'a divisé en 3 catégories, c'est-à-dire ne pas être en couple dans le ménage. Donc, généralement tout seul ou pas avec quelqu'un avec qui on est en couple, on peut avoir des enfants. C'est pas vraiment seul. Là.
c'est soit être en couple, donc vivre en couple, ou être un enfant dans le ménage, c'est-à-dire de rester chez ses parents globalement. C'est à peu près ça. Et bien sûr, c'est ceux qui ont la position d'enfant dans le ménage sont plus surqualifiés. Bon, à voir qu'est-ce qui cause quoi, c'est une autre chose. Région de résidence, la surqualification est un peu plus élevée en moyenne. On l'a vu tout à l'heure en Ontario et dans l'Ouest, et quand même moins au Québec et en Atlantique. Être immigrant, encore là, c'est quand même, et ça c'est un grand classique, là, il y a beaucoup d'études de la surqualification qui portent sur le fait de statut d'immigrant, et on va voir tout à l'heure que ça se combine avec d'autres choses aussi. Le fait d'appartenir à une minorité visible, qui est encore assez élevé aussi, qui n'est pas tout à fait. Et on a trois caractéristiques là, de l'origine géographique, je dirais, là, trois manières de l'aborder: être immigrant, origine minorité visible, et l'origine du diplôme, mais c'est là qu'on retrouve parmi les grandes différences. C'est-à-dire qu'à part les diplômes obtenus au Canada, il y a la plupart, sauf les diplômes obtenus aux États-Unis, la plupart des autres origines de diplômes, les gens sont davantage surqualifiés que ceux qui ont obtenu un diplôme au Canada. Europe et autres pays, là, on n'est pas très loin là, quand même. Là, Europe et autres pays, c'est parce qu'il fallait regrouper la Nouvelle-Zélande et l'Australie avec quelqu'un quelque part, puis on ne pouvait pas les regrouper avec l'Afrique ou rien. Là. Fait que on les a regroupés selon des régimes. Là, ça fait un peu drôle, l'Europe et autres pays, mais il y en a, c'est une petite fraction des immigrants de toute façon au Canada qui viennent de cette région-là. Donc, c'est essentiellement des diplômes qui viennent d'Europe. Et le domaine du diplôme, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. On parlait du domaine du diplôme tout à l'heure et on va voir l'effet. Et de façon un peu contre-intuitive, je dirais, il y a beaucoup moins de surqualification que la moyenne dans les soins de santé et surtout en éducation et enseignement. C'est-à-dire que les gens qui sont diplômés de ces domaines-là travaillent vraiment au niveau de leur diplôme. Et il y en a davantage que la moyenne en arts, sciences humaines et droit. Les STEM, c'est commerce, administration, on est un peu autour de la moyenne. Et il y a plus aussi, quand même, un peu plus que la moyenne dans les métiers, services et ressources naturelles. Là, c'était pas génie, mais biologie, ce genre de choses-là. Alors, voilà pour ces proportions-là brutes. Maintenant, quand on a aussi fait une régression logistique qui essaie de prédire la surqualification. Alors, on a introduit les variables indépendantes qu'on a montrées là, c'est-à-dire sexe, groupe d'âge, connaissance langue et tout ça. Et on a aussi testé les effets d'interaction, parce que notre problématique, c'est celle-là, c'est celle, entre autres, de la région. Une qu'on avait vue dans d'autres contextes, c'est-à-dire dans un autre papier, sexe avec le fait de vivre avec des enfants, parce que là, il y a des charges de prise en charge des enfants et tout ça. Il y a des compromis aussi de couples qui se font aussi c'est assez bien documenté dans la littérature, là, au détriment des femmes ou au détriment de la carrière des femmes par rapport à vivre avec des enfants. Et sexe aussi par rapport à la position dans le ménage, donc être un enfant ou vivre avec un couple. Et on a croisé aussi la région de la résidence avec le fait d'être immigrant et région de résidence avec la connaissance des langues. Donc, tout à fait là, dans l'idée qu'on explorait tout à l'heure. Donc, est-ce que ça vient du fait d'être issu d'immigration ou de maîtriser la langue, le fait de se retrouver dans une position de surqualification, autrement dit, le fait de se retrouver dans une position désavantagée, en principe, pour la valorisation de son diplôme sur le marché du travail. Alors, là, je vous présente une partie du modèle. La première partie du modèle, c'est sans les variables qui vont être dans l'effet d'intégration, les effets d'interaction. Tous les effets d'interaction sont significatifs. Et ce qu'on voit, c'est que, on retrouve encore toutes choses égales, toutes choses introduites dans le modèle égales par ailleurs, et non pas vraiment toutes choses égales par ailleurs. L'effet de l'âge est persistant et fait augmenter de presque 3 fois la probabilité de surqualification.
Les effets aussi des autres âges par rapport au groupe on a comparé au groupe de 35-44 ans qu'on a jugé, qui étaient les travailleurs vraiment établis là, et avec pas mal d'expérience. Alors, les autres groupes se démarquent. Le groupe de 15-24 ans se démarque passablement plus surqualifié, presque 3 fois. Et les 25-29 ans, un peu plus. Les autres, la différence est significative, mais c'est statistiquement significatif, mais cliniquement pas très signifiant, là, dans le sens où c'est un peu plus de probabilité, mais pas beaucoup. Minorité visible, c'est significatif aussi, mais le facteur, elle n'est pas si élevé. C'est 1,11. Ça serait, si on l'interprète en termes de risque, ça pourrait être interprété marginalement comme c'est quelque chose de rare. On pourrait l'interpréter en disant qu'à peu près 10-11% de plus de probabilité d'être surqualifié. L'origine du diplôme, là, les multiplicateurs sont quand même très élevés. Par exemple, les diplômes obtenus en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Pas Asie du Sud-Ouest, Centre et Moyen-Orient, mais Asie, le reste de l'Asie. C'est très, très, très élevé. C'est plus que ces 3 à presque 5 fois la probabilité. Europe ou autres pays, c'est un peu plus élevé. Finalement, Asie de l'Ouest, Centre et Moyen-Orient, là, ça, c'est quand même pas mal plus élevé aussi. Les diplômes, les autres choses considérées quand même par ailleurs, arts, sciences humaines et droit, ça reste presque 2 fois plus de probabilité d'être surqualifié. Santé, domaine connexe, éducation et enseignement, là, ça diminue de presque moitié la probabilité de surqualification. Donc, ça a quand même un effet important, là, ces diplômes-là. Et commerce et administration légèrement augmenté, services personnels, protection et transport quand même aussi augmenté. Donc, on voit ces effets nets-là. Là. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à la problématique, je dirais, qu'on a développée, c'est les effets d'interaction. Donc, quand on croise sexe avec enfant, on voit que le fait d'être un homme et de vivre avec des enfants, ça diminue la probabilité de surqualification, mais encore plus que pour les femmes. Donc, donc quand on a des enfants, ça, c'est net de l'âge aussi. Là. Donc, ça enlève l'effet on a des enfants plus tard dans la vie. Là. Avoir des enfants, ça aurait, les psychologues diraient, un effet protecteur sur la surqualification, mais encore plus pour les hommes. Et un peu de la même chose quand de vivre en couple, c'est-à-dire que ça diminue la probabilité de surqualification pour les femmes, mais encore plus pour les hommes. De ce côté-là, tandis que le fait d'être un enfant dans le ménage, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ça augmente la probabilité de surqualification de manière égale pour les deux. La différence n'est pas significative entre les deux. Au niveau régional, c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que le fait d'être un immigrant en Atlantique, ça diminue quand même la probabilité de surqualification de 28%. Et ça l'augmente très, très, très légèrement dans l'Ontario et dans l'Ouest, mais vraiment, vraiment très légèrement. Mais ça l'augmente beaucoup, passablement là, au Québec, là, de 40%. Région de résidence et langue, là, ça devient un peu compliqué. Mais les effets sont quand même assez différenciés sur le territoire. Et ça, on l'a comparé à la maîtrise de l'anglais seulement parce que c'est le standard. On est across Canada, on ne peut pas comparer à la maîtrise du français seulement. On n'avait pas de N pour faire ça. On l'a comparé à la maîtrise de l'anglais seulement. Et donc, d'être bilingue par rapport à maîtriser seulement l'anglais, ça a un effet positif. Ça fait diminuer la surqualification en Atlantique et dans l'Ontario, en Ontario et dans l'Ouest, mais ça ne change pas la probabilité de surqualification au Québec. Donc, on peut être anglophone seulement ou anglophone et maîtriser le français et on n'a pas d'effet sur la surqualification. Le français n'a pas de valeur ajoutée, autrement dit, à l'anglais. Et on va voir ailleurs aussi, il y a tellement de monde qui parle français au Québec que le français ne procure pas d'avantage au Québec, en fait, c'est sur la surqualification.
pour le français seulement par rapport à parler l'anglais. Et là, le portrait est un peu différent, c'est-à-dire que en Atlantique et en Ontario et dans l'Ouest, c'est pas vraiment différent de l'anglais seulement, mais au Québec, parler français seulement par rapport à anglais seulement fait augmenter la probabilité de surqualification. C'est triste, mais c'est comme ça. Toutes choses étant égales par ailleurs. Dans l'Atlantique, par rapport à l'anglais seulement, ne parler ni l'anglais ni le français. Donc, on peut voir que c'est beaucoup plus clément dans l'Atlantique par rapport à l'immigration, à la fois le statut d'immigrant, d'être minorité visible, et aussi la maîtrise des langues. Et ça, c'est au niveau universitaire, donc on ne peut pas mettre ça sur les centres d'appel qui sont tous au Nouveau-Brunswick. On est vraiment dans une question de surqualification. Donc, ça n'a pas d'effet significatif. L'écart est très grand aussi, le N est plus petit. Bon, on est là. Au Québec, par rapport à l'anglais seulement, ne parler ni l'anglais ni le français fait augmenter la probabilité de surqualification, et en Ontario et dans l'Ouest aussi. Donc, pour résumer, en 2016, presque 41% des diplômés universitaires au Canada sont considérés surqualifiés selon cette mesure-là. Il y a des variations qui sont importantes entre les provinces et les territoires, là, du point de vue réglementaire, puis du point de vue des caractéristiques aussi de la population. Il y a un effet net marqué de l'âge sur la surqualification. Mais là, on peut regarder ça. Hein. Il y a une prime. On peut penser qu'il y a une prime aux compétences qui sont développées en marge de l'éducation initiale, c'est-à-dire l'expérience et tout ça vient à un moment donné rattraper et faire en sorte qu'on va avoir des emplois qui sont plus en lien avec notre domaine d'études, même si quand on commence surqualifié, on a plus de chances de rester surqualifié, mais quand même, cette prime-là, elle est là. Il y a un effet marqué de l'origine du diplôme aussi, hein. Et ça peut pointer à des difficultés de reconnaissance des diplômes par les instances régulatrices partout. Ou ça peut aussi pointer vers des décalages réels entre les compétences développées à l'étranger et les attentes des employeurs, ou au moins les attentes dans le tri des CV, là, ou les attentes inférées, hein, peut-être pas les projections d'attente des employeurs sur les CV des personnes, comme on a plutôt vu ça ce matin. Les interactions entre la situation familiale et le genre, les avantages sont plus marqués pour les hommes. C'est pas une grosse nouvelle, mais ça reste triste. Et les interactions entre la région de résidence et la langue et l'immigration, là aussi, il y a des effets contrastés entre les régions. Le Canada, ça doit être un beau grand pays, comme on nous dit, mais ça reste des systèmes de régulation qui sont quand même différents et qui ont des effets différents aussi. La maîtrise du français, seul ou avec l'anglais, est moins avantageux au Québec qu'ailleurs, parce que pratiquement tout le monde maîtrise le français, tandis qu'ailleurs, c'est une compétence rare qu'on valorise là, en lien avec le diplôme. Et l'effet net de l'immigration au Québec aussi, par rapport aux autres provinces, ou en tout cas aux deux autres régions, indique qu'il y a des obstacles supplémentaires à la fois pour les minorités visibles et pour l'origine du diplôme, qui serait important d'approfondir dans le cadre de politique publique. Donc là, je rejoins les communications qu'on a eues ce matin. Je ne connais pas suffisamment bien le contexte. Peut-être que d'autres pourraient répondre, qui connaissent mieux le Manitoba que moi, mais on postule, hein, les économistes postulent souvent une mobilité, beaucoup moins de friction dans la mobilité qu'il y en a en réalité. Alors, les gens sont quand même attachés aux endroits où ils sont nés et tout ça, donc à leur milieu de vie. Probablement qu'il y a une partie de cette surqualification-là aussi qui est liée à ça, à des attaches dans des milieux de vie. Mais non, je peux juste émettre des hypothèses, je n'ai pas de réponse vérifiée. Oui, puis on parle des obstacles réglementaires, je veux dire, les professions, la reconnaissance des diplômes ne se fait pas juste à l'international, elle se fait interprovinciale aussi dans plusieurs systèmes. Tu ne pars pas nécessairement du Québec pour faire, là je parle de la construction même,
métiers du secondaire. C'est reconnu particulièrement. Donc, il y a des frictions aussi à ce niveau-là assez importantes et encore plus dans les professions et les métiers réglementés. Il y a ça. Il y a aussi, je dirais, Pierre, parce que là, tu fais bien de revenir là-dessus, il y a aussi que le fait que dans le recensement, ce sont pas... C'est tout le monde. Fait qu'ils peuvent être encore aux études, avoir un diplôme, mais à être à la maîtrise. C'est quand même des diplômés universitaires, un diplôme. Là. Mais parmi eux, ils peuvent se considérer encore en formation, à considérer qu'il est avantageux, et ça, on l'a vu dans plusieurs études, dans nos études de cohorte et tout ça, qu'il était plus avantageux de prendre un emploi qui était considéré sous-qualifié, mais où il allait apprendre des choses et qu'il y aurait des possibilités de promotion, mais quand même, si l'emploi est vraiment sous-qualifié, ça veut dire qu'il y a moins aussi de possibilités de développement professionnel. Puis les autres études qui ont travaillé sur la persistance montrent assez bien que quand on commence dans un emploi sous-qualifié, on a plus de risque de rester sous-qualifié pendant longtemps.